À une centaine de mètres de Brice Feillu et Luis Angel Maté Mardones. Cédric, le peloton se rapproche dangereusement des hommes de tête et de vous d'ailleurs. Oui Nicolas, absolument. Si je me retourne, je peux apercevoir la tête du peloton sur une portion où cette fois-ci le vent souffle légèrement latéralement pendant 5 km exactement. Nous allons reprendre un vent complètement favorable à 10 km de l'arrivée, mais vous pouvez l'apercevoir probablement, beaucoup de monde sur le bord de la route et grâce à ce public nombreux, je ne pense pas qu'il y ait de risque de bordure. La route est relativement vallonnée, quelques faux plats et ça évidemment c'est une difficulté supplémentaire pour les coureurs qui sont échappés depuis le début de l'étape, mais ça n'est pas du tout un problème pour les hommes frais encore au sein du peloton. Et Cédric, Maté Mardones et Brice Feillu qui en remettent une, on ne sait jamais, et qui ne baissent pas les bras encore. Non, il ne baisse pas les bras, vous pouvez l'apercevoir et je crois que vous avez vu juste, hein, on va tout simplement en ce qui concerne ces deux coureurs essayer d'aller chercher le prix de la combativité en Targade. C'est un prix qui est disputé chaque jour et je crois qu'en ce qui concerne ces deux coureurs, on va essayer de donner jusqu'à ses dernières forces pour monter sur le podium ce soir du côté de Fougères. On le saura dans quelques minutes là. Il y a toujours quelque chose d'un peu cruel pour ces grandes échappées comme ça qui durent longtemps au long cours. Et de voir le peloton un peu comme le chat avec la pelote de laine ou avec la souris, attend paisiblement et puis à un moment donné en effet vallée d'avalée. Mais il fait durer le plaisir si j'ose dire. Hein. Ça fait quand même des kilomètres qu'ils sont là comme ça devant. On a envie malgré tout hein, que l'histoire change un peu et que les échappées aillent au bout. Mais on voit bien que là ça va être évidemment très difficile. Oui, tant que la souris bouge, le chat est prêt à bondir. Quand elle ne bouge plus, bon, ça m'intéresse moins. Ça fera 174 km exactement, Eric, et oui. que ces hommes étaient à l'avant. Et c'est pas fini, ça repart. Regardez, encore une centaine de mètres d'avance. Et Brice Feillu, qu'on attendait sur d'autres terrains et qu'on verra probablement dès que la route va s'élever. Idem pour Luis Angel Maté Mardones, le coéquipier de Dani Navarro, alors que là on voit Ivan Basso, on voit Tossato, on voit pour Peter Sagan, on voit les Lotto Soudal, alors que les BMC replacent encore TJ Van Garderen, et TJ Van Garderen, on en parle peu, troisième du général, deuxième maintenant du général derrière Chris Froome, l'américain qui fait un excellent début de tour et qui sera un client pour le podium. Oui, c'est le grandissime favori. Hein. Sur ce que l'on a vu dans cette première semaine, Christopher Froome a fait la démonstration dès qu'il a eu la capacité de le faire, de son état de fraîcheur, sa détermination. Son équipe, on la connaît, elle est solide. Et lui, voilà, sur le mur de 8, lorsqu'il a accéléré, et on a même cru un moment, moi je l'ai cru en tout cas, qu'il était capable même de revenir à hauteur de Rodriguez. Non, il est vraiment très fort. Après, le tour est long, hein. Il reste encore 2 semaines et un petit peu plus encore, et toute la montagne à venir, donc il peut se passer énormément de choses. D'autres que l'on n'a pas vues sont certainement très bien aussi, et la montagne remettra chacun à sa place. Mais on connaît aussi les qualités de grimpeur de Froome. On a pu le voir sur le récent Critérium du Dauphiné. C'est le grandissime favori pour gagner, hein, sur ce qu'on a vu jusque-là. Maintenant, est-ce que Quintana et Nibali, Contador ont les moyens de le mettre en échec, de le bousculer? On le saura vite. On le saura vite alors qu'on vient d'apprendre, Laurent, l'identité du super combatif du jour. C'est Anthony Delaplace, le combatif du jour. Voilà. Pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre. Et oui, c'est la deuxième fois qu'il s'échappe. Voilà, c'est une belle récompense aussi pour l'équipe Bretagne Séché Environnement, qui met quand même du cœur à l'ouvrage depuis le départ de ces Tours de France et qui n'a pas eu la moindre occasion de monter sur le podium encore. Anthony Delaplace, fin gourmet, amoureux de bon vin, peut-être que ce soir il va pouvoir fêter. Non, pas ce soir. Mais on peut le faire pour lui, hein, si lui donner notre avis par contre. Eric? Alors, on a quelques flacons de bénédictine d'hier qui sont bien en place. Allez, c'en est fini pour les 2 derniers survivants de l'échappée. Ils étaient 5 partis au kilomètre 1,5. Eh bien, Luis Angel Maté Mardones et Brice Feillu ont été repris définitivement par ce peloton après près de 180 km, 178,5 exactement. Alors, je
je voudrais pas porter la poisse au coureur, mais aujourd'hui ça se passe plutôt pas mal, hein, côté chute. Hein. J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à la fin. Contador est tombé en début d'étape, hein, mais ça va mieux. Jean-François, rien à signaler à l'arrière, pas de chute, pas de bobo? Non, rien à signaler. Là, on est en bas d'une descente. On passe dans un bois. Là, ça va remonter. Et aucun problème à l'arrière du peloton, Nicolas. Eh bien, on aime bien entendre ça aussi, et même si vous avez énormément de boulot quand il y a des chutes ou quand il y a des crevaisons. Mais c'est une bonne nouvelle, mais l'étape n'est pas finie. Hier, c'était à peu près la même chose. Et puis, on a eu ce rebondissement, ce bouleversement à 1 km, à moins d'1 kilomètre de la ligne. Allez, 10 km, désormais un peu plus maintenant, avant l'arrivée à Fougères. Et ce sprint massif annoncé. Emmanuel Hubert, que j'ai eu au téléphone hier, puisqu'on le disait, il connaît très très bien cette région, me disait que dans les derniers kilomètres, c'était assez sinueux et qu'il faudra être vigilant. Oui, il y a pas mal de ronds-points à négocier hein, dans le final de l'étape. Il y en a exactement 4 hein, dans les 4 derniers kilomètres. C'est toujours des passages délicats où le peloton, s'il était tiré en file indienne, normalement passe mieux. Donc comme ça roule souvent à très vive allure, c'est bien le cas. Mais voilà, il faudra être vigilant, bien sûr, comme toujours. Et quand ça roule très vite, on le sait, pas toujours facile de pouvoir éviter la chute quand il y a un incident. Vous parliez des ronds-points, il y en a un 4 km, il y en a surtout un avec un virage à droite assez serré à un peu moins d'un kilomètre. Il faudra être très vigilant et on le rappelle, un faux plat montant aujourd'hui aux 200 mètres. Ce sont les Sky qui appuient. On voit Nicolas Roche notamment sur la gauche de la route avec Christopher Froome juste dans sa roue. Christopher Froome protégé par Geraint Thomas qui est revenu après sa crevaison. Et l'équipe Sky en ordre de bataille là. C'est là que ça devient dangereux parce que dans ces moments-là, les leaders pour le classement général ont peur d'être pris dans une chute, dans une cassure à plus de 3 km de l'arrivée, ce qui supposerait qu'ils perdraient beaucoup de temps. Et du coup, ils accélèrent le rythme, ils se positionnent en tête. Ils viennent un peu gêner le travail des équipes de sprinteurs qui doivent repasser. Et voilà, regardez, on roule quand même à 70 km/h dans cette portion. Vitesse réelle ici, hein, par GPS, avec des petits boîtiers sous la selle. Donc voilà, ça rajoute de la tension dans le final qui est déjà pas mal avec la perspective d'un sprint. On a vu également les Europecars au centre de l'écran qui se replacent, qui replacent surtout Brian Cocard, 3e hier, avec Brian Nolo, avec Johan Gen, le coureur guadeloupéen, qui est le poisson pilote de Brian Cocard. Tout à l'heure, Benoît Durand vous a très bien expliqué quel était le rôle de ces poissons pilotes. Et là surtout c'est la vigilance pour les leaders. On voit Sagan très très bien placé là sur la gauche de la route. Et les Sky d'abord qui sont là avec les BMC pour protéger leur leader. Sur la gauche de la route on voit Luca Paolini qui remonte, l'Italien de la Katusha avec la barbe. Alors il y a également les Lamprey, sans doute pour Davide Cimolai. Et à l'arrière, Jean-François, ça commence un peu à tirer la langue, notamment pour Daniel Teclé-Manotte après son échappée. On voit Thomas Voeckler à l'arrière, mais pas de surprise. Et Teclé-Manotte un petit peu en souffrance à l'arrière. Oui, en souffrance, Teclé-Manotte. Et puis la crevaison aussi à noter d'un équipier de Cavendish. Il s'agit de Julien Vermote qui vient de repartir. Ça s'agite également en queue de peloton. Hein. Ça devient vraiment très très nerveux. Donc on a vraiment l'œil grand ouvert en espérant qu'il ne se passe rien de grave évidemment. Mais on est là, on surveille. Le voilà qui repart. Vermote, vous le voyez peut-être. On est derrière lui. Et Teclé-Manotte, il doit être encore un tout petit peu devant et en difficulté évidemment. Mais il a fait sa part de travail et il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui, l'Érythréen. Pendant que je vous tiens, Jean-François, est-ce que vous nous confirmez l'information selon laquelle Greg Anderson n'a pas pris le départ ce matin? Est-ce que vous avez eu Oui, c'est même un oubli de notre part, de notre part, Cédric et moi-même, hein, parce qu'on le savait et puis on a juste oublié de vous le dire. Alors quand on fait une bêtise, on vous le dit. Donc Anderson n'est pas parti ce matin, ce qui évidemment est un petit désavantage
pour son équipe à l'approche du contre-la-montre entre Vannes et Plumlec. Ouais, il était amoché quand même, depuis quelques jours. Il n'était pas au top de sa forme, blessé comme d'autres, et qui finalement a renoncé. Mais c'est vrai qu'habituellement, Anderson, c'est un élément important pour le sprint pour André Greppel aussi. Dommage. Et Jean-François, rassurez-vous, il n'y a aucune bêtise. Et vous avez bien fait de nous le rappeler. L'information est passée et on voit toujours à l'avant de ce peloton les BMC extrêmement vigilants pour TJ Van Garderen. Et là, les Europcar pour Coquard. Troisième hier, je vous le rappelle. On voit les Giant Alpecin au centre de l'écran en noir pour John Degenkolb. John Degenkolb qui n'a pas gagné encore sur ce Tour de France, qui a hérité du rôle de sprinter numéro 1 en l'absence de Marcel Kittel. Et on voit que c'est plus difficile pour John Degenkolb qui n'est pas un sprinter de sprint massif classique en général. Alors, sur le Tour de France en tout cas, il est toujours un peu en ton en dessous, Laurent. Pour l'instant, il est dominé, mais il est pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, ça peut être son jour. Lui aussi a sa chance aujourd'hui. Mais sur ce tour, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas réussi encore à trouver la voie de la victoire. Il l'a fait à de multiples reprises sur d'autres grands tours, Tour d'Espagne, etc. Bon, tout dépend de qui est en face et à quel niveau sont les adversaires. Habituellement, il est lanceur de Marcel Kittel, enfin les années précédentes. Et dans ce rôle-là, il était bien sûr un atout pour l'autre sprinter allemand. Mais Kittel n'étant pas là, c'est lui qui doit assumer donc, le rôle du finisher, de celui qui doit lever les bras sur la ligne. Et ça ne semble pas si évident que ça pour lui. Oui, vous le disiez, John Degenkolb, vainqueur cette année de 6 victoires, dont 2 monuments, à savoir Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Un grand coureur, John Degenkolb, qui n'a jamais remporté la moindre étape sur le Tour de France. C'est un paradoxe. Ça viendra. Ça viendra. 9 étapes sur le Tour d'Espagne, sur le Tour d'Italie. Lui qui est souvent le poisson pilote de son ami, Marcel Kittel. Degenkolb, fils d'un très bon coureur amateur, né en ex-RDA. Coureur très sympathique. Allez, il reste 4 km. On va rentrer dans les moments de vérité sur cette 7e étape avec le champion du monde en personne, Michał Kwiatkowski, qui se met au service de Mark Cavendish pour le train de Mark Cavendish. Un champion du monde qui fait un rôle d'équipier comme ça. Ça n'arrive pas dans tous les sports, c'est aussi l'humilité du cyclisme. Alors que ce sont les Giant Alpecin là, qui s'y mettent, justement, on parlait de Degenkolb. Ça y est, les trains sont là. Et ça va frotter à nouveau énormément. On a roulé, non pas gentiment aujourd'hui, parce que la fatigue est quand même là, mais il n'y a pas eu trop de courses. Le peloton, c'était plutôt commode et du coup, ça rajoute de la nervosité, du rythme dans le final et ça pourrait à nouveau partir à terre. Donc on redoute ces arrivées-là. Quand ça n'a pas trop roulé dans la journée, on se dit tiens, il y en a plein qui sont frais, ils vont vouloir venir faire le sprint, pas perdre de temps. Et à un moment donné, il n'y a pas la place pour tout le monde. On a vu Roy Curvers, on a vu Albert Timmer, on a vu Koen de Kort caché un petit peu. Koen de Kort, l'un des lanceurs de John Degenkolb, qui a un énorme tatouage sur le dos, un tigre. Et aujourd'hui, le tigre de la Giant Alpecin va-t-il rugir? On va le voir. Et Katusha qui prennent position aussi dans la première place avec Paolini, avec Guarnieri pour amener Alexander Christophe. On a vu aussi les coureurs de la FDJ pour Arnaud Démare, qui sera emmené par Sébastien Chavanel. Les pelotons en file indienne à 2,5 km de l'arrivée. Et il va falloir faire très attention au rond-point dont on parlait avec Laurent. Pour l'instant, on en a négocié quelques-uns. On ne s'en est pas vraiment rendu compte parce que la chaussée est réduite. On passe sur une voie. Et là, ça va vite pour aller prendre justement le prochain rond-point. Il y a un rétrécissement et il ne faut pas se laisser déborder à cet endroit. Et Sébastien Chavanel là, qui replace idéalement Arnaud Démare. Arnaud Démare même peut-être un peu trop en avant dans ce peloton. Le Picard qui prend les devants, bien calé dans la roue de Sébastien Chavanel. Sébastien Chavanel qui avait été un poisson pilote exemplaire l'an dernier pour les 3 victoires de Nasser Boigny. C'était sur le Tour d'Italie.
Allez, les Katusha en ordre de bataille pour Alexander Kristoff. Il y a Peter Sagan bien placé là dans la roue justement du Norvégien. Et une légère cassure, Laurent. Ça frotte beaucoup. Il y a la boule des sprinteurs hein, derrière les coéquipiers de la FDJ qui emmènent pour l'instant. On est loin de l'arrivée. Voilà, les Giants reprennent le relais. Mais derrière, on se détend hein, parce qu'on n'a pas envie de partir à terre hein, pour la plupart des favoris. On laisse les sprinteurs en découdre. On est dans les 3 derniers kilomètres et donc on veut juste éviter la chute. C'est fini pour Sébastien Chavanel qui a fait son effort pour replacer Arnaud Desmar. Et la flamme rouge, ça y est, 1 kilomètre maintenant pour le sprint. Et toujours les Lotto Soudal pour André Greipel. Et là, virage à droite, attention, attention. Ça passe. Moi je sens bien Alexander Kristoff, hein, il est quand même pas mal amené ici par ses coéquipiers. Et Greipel extrêmement bien placé, 3e là, derrière ces 2 poissons pilotes. 700 mètres, allez c'est parti. André Greipel toujours en 2e position. Et le train de la Katusha au milieu de l'écran, le train de la Katusha qui fait l'effort. L'effort pour Alexander Kristoff, faut y aller. On ne voit pas Mark Cavendish, Peter Sagan bien au chaud derrière justement. Le Britannique, on voit Edvald Boasson-Hagen également et le maillot vert de Greipel. Là ça y est, Greipel qui conduit son effort. Greipel qui va partir au centre de l'écran. Attention, André Greipel bien suivi par Peter Sagan. Et la puissance de Greipel. Cavendish qui est en train de sauter sur la droite de la route. Et c'est Cavendish, victoire de Mark Cavendish, presque 2 ans après son dernier succès sur le Tour, il est de retour. Cav is back et il s'offre la 26e victoire de sa carrière sur le Tour de France derrière André Greipel. Je crois que Sagan est 3e. Oui, c'était très serré, hein, mais Cavendish a bien joué le coup là. Il n'était pas super bien amené d'ailleurs. Hein. En revanche, c'est complètement loupé pour Kristoff, hein, qui était bien amené, qui a trop tardé à lancer son sprint. Greipel est parti de loin et Cavendish a eu le jus nécessaire pour venir le devancer sur la ligne avec quand même un bon vélo d'avance. Victoire de Mark Cavendish, André Greipel 2e, Peter Sagan 3e, John Degenkolb 4e. Ah, ce sprint royal avec le plus grand sprinter de tous les temps, la 26e victoire sur le Tour de France. Je vous disais qu'il devait trouver le temps long, Mark Cavendish. Il ne s'était pas imposé depuis Saint-Amand-Moron il y a 2 ans, depuis cette bordure. Et bien là, il peut sourire. Allez, la confirmation avec la photo finish. Victoire de Mark Cavendish, 2e Greipel, le maillot vert. Sagan 3e. John Degenkolb 4e. Greipel qui conservera son maillot vert. Hein. Sagan a lancé le vélo sur la ligne mais n'est pas parvenu à le devancer. Il ne va pas donc le lui ravir. Pour l'instant, Greipel toujours maillot vert. Alexander Kristoff 5e et Arnaud Desmar, pas mal, 6e place pour le Picard. Et maillot jaune quand même, Christopher Froome, on peut l'annoncer maintenant. Ça y est, nous allons retrouver un maillot jaune. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez cette rage, cette image de rage et de bonheur pour Mark Cavendish qui s'impose devant André Greipel, Peter Sagan est 3e, John Degenkolb 4e, Alexander Kristoff, pardon, 5e, Arnaud Desmar 6e et Tyler Farrar 7e. Ce n'était pas Boasson-Hagen, c'était bien Tyler Farrar pour l'équipe MTN Kubeka. Quel sprint! Oui, un sprint quelque peu houleux, hein, pas très bien amené, avec voilà, des sprinteurs qui, on le sent, sont fatigués. Kristoff qui n'a pas osé démarrer, Coquard qui n'a pas réussi à se positionner au moment où il le fallait, il n'est pas dans les 10 premiers. Et Cavendish qui confirme que même s'il est moins vite qu'il y a quelques années, ça reste Cavendish, un sprinteur redoutable et quand la porte s'ouvre devant lui, il est capable de finir. Un travail de funambule, on le voit. Voilà le sens de la formule d'Eric Fotorino et on voit ce sprint d'au-dessus. Et pourtant Alexander Kristoff qui a été amené sur un plateau par ses coéquipiers, par Haller notamment. Et il aurait dû lancer bien plus tôt. La folie du côté de Mark Cavendish, la folie et les pleurs, Et gentiment, Thomas veut clair. Oui Thomas, un petit mot Thomas, un petit mot, voilà. Je suis à l'antenne, Nico? Oui, Gérard, merci, on vous avec entend, Thomas Veuclair, bien sûr. très gentiment qui vient nous revoir. Bon Thomas, comment vont les jambes? Ça va. Faut pas se plaindre comme on dit. Non, ça va. J'ai pas eu de casse durant cette première semaine, donc tout va bien. L'ambiance depuis ce début, c'est un tour un peu de folie. C'est nerveux, il se passe des choses tous les jours. Ouais, c'est vrai que il se passe des choses tous les jours. Alors des fois, quand c'est comme hier, des chutes, on s'en passerait bien, mais c'est vrai que c'est le vélo.
La première semaine est corsée, on ne peut pas dire été parce qu'elle n'est pas finie. Mais bon, le Tour de France, c'est pas fait pour être facile et voilà. Mais c'est clair que c'est tendu, quoi. Il y a des courses dans l'année qui sont moins stressantes, c'est sûr. Mais bon, moi, là où je suis un petit peu au gouvernail, comme on dit, durant ces premières étapes, c'est un peu moins tendu que dans les premières positions. Thomas, la petite attaque hier, là, c'était quoi? C'était pour te tester les jambes, un petit coup de bluff? Ouais, pas vraiment. En fait, sur le moment, j'ai vu que l'écart était inférieur à la minute et j'avais un coéquipier à l'avant. Donc, j'avoue que sur le coup, c'était pour essayer de boucher l'écart et ensuite que Périg me serve un petit peu de relais, quoi, pour essayer de changer le scénario écrit, stéréotypé de l'étape. Du coup, je suis resté en chasse-patate, comme on dit. Et bon, j'ai pas trop insisté parce que je passais un peu pour un imbécile, pour le coup. Donc voilà, c'est pour les fois où j'ai tenté des choses. C'est rare, voilà, c'est rare. Judicieuses. Là, faut l'avouer, c'était pas judicieux, mais je l'ai senti à ce moment-là. Et après, j'ai senti que c'était pas à mon coup, donc je me suis relevé. Merci Thomas, bonne récupération. Parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud ici sur la ligne d'arrivée, Nicolas. Oui, il fait très très chaud et la chaleur a monté d'un cran avec ce sprint houleux, ce sprint royal, avec ces fauves qui ont sprinté. Et la 26e victoire d'étape sur le Tour de France pour Mark Cavendish. La 142e victoire professionnelle, si mes comptes sont bons et précis pour le coureur de l'équipe Ethics Quick-Step. Et là, on découvre le classement général avec un nouveau maillot jaune, Christopher Froome, qui endosse à nouveau ce maillot jaune. Peter Sagan pointe à 5 secondes. TJ Van Garderen, l'Américain, est à 13 secondes. Le premier Français, Tony Galopin, 4e. Et c'est très très bien. Oui, et peut-être à nouveau du changement de main, hein, avec Sagan à 5 secondes et par le jeu des bonifications, au sommet du mur de Bretagne. Pourquoi pas? C'est un peu dur, mais pourquoi pas? Et on retrouve tout de suite Benoît Durand au micro avec Patrick Lefebvre, le manager général de l'équipe de Mark Cavendish. Effectivement, Nicolas, avec un Patrick Lefebvre évidemment soulagé. Quel drôle de 48 heures vous venez de vivre, Patrick, avec hier la victoire de Stybar et l'abandon du maillot jaune, et aujourd'hui la victoire de Cavendish. Ouais, c'est tout le tour est déjà drôle pour nous. On change la gloire avec la tristesse. Et bon, maintenant, aujourd'hui, tout le monde disait déjà oui, Cavendish c'est fini, c'est pas une arrivée pour lui, on légère montée, c'est pour les hommes plus forts. Mais bon, heureusement aujourd'hui, on n'avait pas Tony, Vermont a crevé, mais on a aidé quand même à aller chercher les échappés. Et puis bon, Marc il a attendu cette fois-ci jusqu'au moment vraiment juste. Et il n'y a pas de discussion, on n'a pas besoin de photo finish aujourd'hui. C'est bon pour l'avenir de Mark Cavendish, hein, qui est en fin de contrat. Oh, je ne sais pas. Oui, il a fait le contrat, mais qui sait qu'il a déjà signé, on ne sait pas, non? Mais je suis content pour lui parce que c'est dur, c'est un gagneur. Et voir briller l'équipe et ne pas pouvoir participer, pour lui, c'est dur. Donc, bon, c'est le premier et puis après, on verra la prochaine. Merci beaucoup, Patrick. Good job de Mark Cavendish et good job, très bonne question de Benoît Durand à Patrick Lefebvre qui n'a pas voulu en dire plus, mais en tout cas en effet Mark Cavendish là qui saisit l'opportunité d'une part de s'imposer à nouveau sur le Tour de France pour la 26e fois et puis qui sait de bien renégocier son contrat avec l'Ethics Quick-Step, c'est une autre histoire. En tout cas Gérard, ça a été un sprint royal et je suis sûr que vous avez vibré comme nous. Oh oui, vous avez bien raison Nicolas. On a vibré toute la journée en fait avec ce soleil brésilien sur la Normandie, sur la Mayenne et maintenant sur l'île-et-Vilaine là. L'ambiance, un vendredi comme ça du Tour de France avec les petites robes d'été, les épaules nues, les torses nus pour les garçons, les crèmes solaires et ce grand spectacle, oui. Les 5 courageux et on aura tout à l'heure Anthony Delaplace, le plus combatif du jour qui va venir nous rejoindre. Et puis le grand bonheur pour Mark Cavendish parce que c'est vrai qu'il était dans le doute, honnêtement. Le petit mot qu'il m'avait dit au départ, on était en Belgique, il me disait je me demande si je vais y réussir. Il a réussi, 3e victoire pour son équipe. 3e victoire, donc après Tony Martin, après hier, le son m'échappe, Stybar, merci. Et puis aujourd'hui, Cavendish, voilà. Bref, on va revenir à 18h10 avec le grand résumé, évidemment, de Rodolphe. Et puis, on va aussi s'intéresser à Guillaume Papin avec ses personnages. Enfin bref, on a un vélo club formidable qui vous attend dans quelques secondes. Merci Nicolas, Laurent, merci beaucoup. À tout de suite.